qu'est-ce que c'est ta vision de la formation en restaurant et pourquoi? Quel a été le constat de base qui t'a fait monter la source? Bonjour. Le constat de base, c'est que on était restaurateur à l'époque. J'ai un associé qui s'appelle Alexandre Panza. On était tous les deux, on avait des restaurants et on avait un peu de mal à s'expliquer vraiment cette pénurie qui augmentait beaucoup et au-delà de tous les changements de société qu'on connaissait, de la place du travail, du sens de ce métier-là, de la pénibilité de sa réputation, etc. On trouvait que c'était quand même, il y avait un très grand décalage entre le côté encore très sexy et énormément de création de restaurants vers 2018-19 encore. Et pourtant, on se dit, il y a quand même un trou énorme avec cette pénurie qui monte. Et donc, on a regardé ce qui se passait dans les 600 et quelques structures de formation en France. Nous, on a regardé les CFA, les lycées hôteliers, l'éducation nationale. On n'a pas regardé du côté de Ducasse, Ferrandi, Cordon Bleu, etc. Parce que c'était pas du tout ce marché-là qu'on voulait, en tout cas, essayer de s'expliquer. Et on s'est aperçu de constats très très lourds d'obsolescence. Moi, je vous parle évidemment d'écologie, d'environnement, de société, de solidarité alimentaire, d'égalité, de justice, de décarbonation, de tout ça qui existait pas beaucoup. En tout cas, on trouvait que c'était très poussiéreux tout ça, que c'était à revoir et vraiment à moderniser. Et puis on s'est aperçu aussi qu'il y avait sur 100 personnes qui s'inscrivaient dans une formation en cuisine, il y en avait presque 40-45 qui l'abandonnaient avant la fin de la première année. Bref, on a essayé de trouver la bonne histoire à se raconter et en tout cas les bons constats et de se dire si on essaye de recréer des campus qui soient, selon nous, les plus modernes possibles, les plus attrayants, les plus engagés, les plus vivants, les plus solidaires, enfin tout ce qu'on veut, qui fasse une expérience étudiante vraiment nouvelle, en tout cas, sans dire que le reste n'était pas bien, mais ce qui était pour nous le moment de le faire. On pourrait essayer de prétendre à recréer des vocations, les garder dans ce métier-là et potentiellement de jouer un rôle intéressant dans juste l'idée que quand on se forme bien, avec des gens bien, qu'on a la chance ou la possibilité pendant au moins un an de voir ce qui se fait de mieux dans un état d'esprit qui soit cool, quoi, normal, gentil, intéressant, engagé. Voilà, on a la prétention de penser qu'après ça, on a envie de continuer et de pas abandonner ce métier. Et donc voilà, c'était notre façon, en tout cas, d'essayer de contribuer à ça. Tu observes aujourd'hui un moins grand décrochage des étudiants et des étudiantes qui ont fait la source? Chez nous, il y en a pas, pour l'instant. Tu veux dire que 100% des élèves qui sont passés par ton école ont continué dans la restauration? Alors non, je parlais de décrochage cours de formation. pendant la formation. S'il n'y en a pas eu, je crois pas vraiment. Il y a eu des ruptures de contrat d'alternance de notre fait parce qu'on a eu de très mauvaises surprises. Je vous raconterai plus tard, mais non, je crois que ça. Je suis hyper fier de tout ce que les gens à la source font parce que on a vraiment cette idée que si quelqu'un a très envie de faire ce métier-là, on doit être normalement, avec plein de gens hein, comme William, comme Christophe qui a intervenu chez nous, on doit être en mesure de au moins leur proposer pendant un an une jolie version de ce métier-là qui peut l'être quand il est très bien fait. Voilà. William Grout, tu es donc directeur des programmes à l'école Ducasse, qui a ouvert à la fin des années 90, c'est ça, 99? Oui, on avait un petit campus à Argenteuil, une petite école de quartier vraiment pour le coup. Et on a ouvert quasiment, enfin notre nouveau campus à Meudon, je pense quasiment en même temps que toi, sur les années juste après l'annonce du deuxième confinement, donc c'était assez rock'n'roll. Ouais. Et donc même question, quelle est ta vision et puis votre vision avec l'école Ducasse de l'enseignement? Comment est-ce que tu as vu évoluer les programmes en 15 ans? Alors nous, on a l'avantage de partir de la philosophie d'Alain Ducasse, de son ADN méditerranéen, donc qui est à la base une cuisine de produits où le sourcing va être très important. Je dis souvent aux étudiants, c'est pas une cuisine d'artifice, la cuisine du chef, c'est une cuisine lisible, compréhensible, où on fait la part belle aux produits. Donc, et quand j'ai été formé auprès du chef, c'est les premières choses qu'on m'a appris quand je posais des questions sur une recette et on me disait mais qui est la star de l'assiette? Quel produit? Et à partir du moment où on se focalise là-dessus, on va nécessairement chercher un produit qui a été bien cultivé, bien pêché, bien élevé. Donc on partait déjà
de cet ADN-là. Et donc, on l'a fait grandir au fur et à mesure des années. Alors, j'ai travaillé dans les restaurants plusieurs années. Et quand je suis arrivé à École Ducasse, on venait de signer la charte de la saisonnalité, où on a commencé dès le départ à respecter la saison dans nos programmes. Et on le fait encore aujourd'hui. Alors, il faut l'expliquer, hein. J'ai parfois des étudiants qui ne comprennent pas pourquoi on ne fait pas la ratatouille niçoise en plein hiver, mais c'est comme ça. On ne fera pas acheter, on me fera pas acheter. J'ai été formaté comme ça sur la saisonnalité. Et puis on a continué dans cette dynamique. Là maintenant depuis 2-3 ans, on a l'agilité et la souplesse d'être une école professionnelle de type privé. Donc on n'a pas de contraintes au niveau des programmes. Donc on a vraiment beaucoup d'agilité à ce niveau-là. Donc on a travaillé du coup sur plusieurs chantiers. Donc on aura peut-être l'occasion d'expliquer durant cette conférence. Donc une cuisine de produits, une cuisine saisonnière, avant que ce soit la norme dans la plupart dans les restos en tout cas que défend Écotable. Depuis 15 ans en fait, vous mettez les produits au cœur de l'assiette, c'est ça? Et de la formation. Le chef dirait c'est une décision de le faire. Donc, est-ce qu'on est irréprochable? Non. Est-ce qu'on peut toujours s'améliorer? Oui. Est-ce qu'on veut s'améliorer? Oui. Moi, c'est ce que je fais maintenant depuis 2-3 ans au niveau de la pédagogie de l'école Ducasse. Donc, en tout cas, ouais, moi, c'est comme ça aujourd'hui que je transmets à travers cette école ce que le chef Alain Ducasse m'a transmis. Ouais. Christophe Lavelle, tu travailles notamment à la formation des profs de cuisine dans l'enseignement public depuis 15 ans. Donc il y a une chose, on entend avec messieurs de ce côté sur les écoles le privé qui a la souplesse aussi, la possibilité de choisir le contenu et puis de ces formations, et il y a l'enseignement public, l'éléphant, le mastodonte qui est plus lent aussi à faire le mammouth. C'est pas moi qui l'ai paraphrase le chef. Et qui est plus lent donc par définition à faire évoluer, à faire bouger. T'arrives quand même à distiller des choses et à voir des choses évoluer. Comment ça se passe et quel est ton rôle précisément dans cette... Alors, déjà, je précise que je suis neutre, dans le sens que moi, je suis fonctionnaire, donc agent de l'État, bien sûr, en tant qu'agent du CNRS et du Muséum. Mais j'interviens effectivement, comme l'a dit Laurent, je suis intervenu à la source, je suis intervenu au Cordon Bleu aussi plusieurs fois et dans d'autres écoles privées. Donc, quand il s'agit de parler de cuisine, je fais pas de barrière. Ceci étant, c'est vrai que ma fonction principale en tant que formateur, c'est surtout pour les professeurs de cuisine à ce qui s'appelle aujourd'hui l'INSPE, qu'on appelait IUFM avant. Donc c'est là où on forme tous les enseignants du primaire, secondaire, toutes les écoles, que ce soit les écoles professionnelles ou les filières techniques ou la filière générale. Et ce qui s'est passé, au début, j'intervenais directement dans les lycées. Il y a quand même 400 lycées hôteliers en France, qu'effectivement, c'est une énorme machinerie, des référentiels qui sont longs à changer. En même temps, c'est gratuit. C'est l'enseignement public. Donc, on récupère tout le monde. Et donc avec un défi qui est sans doute différent de celui d'une école dans laquelle des candidats, effectivement, que ce soit chez Laurent ou chez William, ils savent pourquoi ils viennent là, ils savent pourquoi ils s'inscrivent. Là, c'est vrai que dans les écoles publiques, on récupère beaucoup de gamins qui, certains sont motivés et d'autres, c'est par défaut, ils sont là, mais ils savent pas pourquoi. Donc c'est un contexte un peu particulier et des référentiels qui changent tous les 15 ans, 20 ans, donc forcément des référentiels qui sont en retard par rapport à un métier qui évolue très rapidement. Ouais, on évoquait tout à l'heure les manuels de référence, les Vincent Morel, avec toujours les mêmes recettes, les mêmes photos d'ailleurs depuis les années 80. Donc ça prend du temps, à changer un référentiel pour des centaines de lycées, ça prend du temps, c'est des commissions, c'est la lourdeur, c'est comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une réforme en 2015 en l'occurrence, qui est la fameuse réforme Pécresse, puisque c'était la réforme 2010 qui a consisté à rendre obligatoire la masterisation pour tous les enseignants. Et donc toutes les filières académiques, quand on voulait être prof d'histoire, prof de français, prof de maths, etc., il suffisait de valider un master d'histoire, de maths ou de français. Mais pour les filières techniques, il n'existait pas de master. Il y a un master de cuisine, ça n'existait pas en 2010. Or, donc il a fallu créer des masters pour les gens, les jeunes ou les moins jeunes, parce qu'on a aussi beaucoup de chefs, parfois même étoilés, qui se reconvertissent pour devenir enseignants à 50 ans. Et donc il fallait, en même temps qu'ils valident leur CAPET pour les lycées techniques ou leur PLP pour les lycées pro, il fallait qu'ils valident un master. Donc il a fallu créer des masters. Il y a 2 masters qui ont été créés à l'époque, en 2010, un à Toulouse et un à Antony. Et les 2 m'ont sollicité en fait en parallèle pour dire, sachant ce que je faisais déjà dans les écoles hôtelières, ils m'ont dit on a besoin de contenu.
Les recettes, tout ça, les techniques, bon, ça va, on a les profs qu'il faut, on a les enseignants qu'il faut, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il faut que les élèves soient au courant, comprennent ce qui se passe quand on cuisine, aient des meilleures connaissances scientifiques, s'intéressent à l'environnement, s'intéressent à la physiologie du goût, s'intéressent à la santé, s'intéressent à toutes ces questions-là qui ne sont pas abordées dans les référentiels. Ils ont dit, ça serait quand même bien que nos futurs enseignants aient ce type de culture. Et donc, c'est un peu ce rôle de bouche-trou, j'allais dire, qui consiste à prendre, moi, les élèves, je les ai 30 heures, donc en une trentaine d'heures, je suis censé aborder tous ces sujets-là, et je les aborde en cuisine. C'est-à-dire qu'on cuisine, et en cuisinant, on se pose ces questions-là. Est-ce que ce produit-là quelle est son empreinte carbone, en termes de biodiversité, qu'est-ce que ça vaut? Ça, c'est les futurs profs. Ça, c'est les futurs profs que je forme. Et l'idée, c'est de se dire que, comme ça fait maintenant 14 ans, donc, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, donc, j'ai 14 années d'anciens élèves qui sont aujourd'hui profs dans les écoles hôtelières, et que j'espère avoir réussi à inculquer un peu cette espèce de curiosité qui déborde le cadre strict de l'assiette. Et on voit bien que l'enseignement, il a évolué. Je veux dire, je n'ai fait que répondre à une demande. Je n'ai rien du tout insufflé là-dedans. J'ai répondu à une demande, sachant que si on résume très très rapidement l'enseignement hôtelier, les années 80 ou 70-80, c'est la recette. Donc on apprenait la seule à la Dugléré, le consommé du Barry, etc. Bon, paf, on avait son répertoire Escoffier. Après, dans les années 80-90, ça a commencé à aller un peu plus vers la technique pour maîtriser un peu plus le geste, pour éventuellement créer des recettes. Et puis dans les années 2000, avec cette grande tendance dite moléculaire, mais où on s'est beaucoup rapproché de la science en disant mais finalement ça serait encore mieux si on comprenait ce qui se passait. Et c'est quand même ça, je pense, qui est important aujourd'hui. Et les élèves sont curieux de ça. C'est-à-dire qu'un gamin qui soit en CAP ou qui soit, enfin je dis gamin parce que ça peut être des CAP, ils peuvent avoir 14-15 ans, qui soit en bac pro ou qui soit en BTS, de plus en plus on se rend compte, et je vois l'évolution sur 15 ans, on a des jeunes qui ont envie de comprendre, en fait, qui éventuellement savent très bien faire le soufflé au Grand Marnier, mais de temps en temps foirent et viennent me voir en disant mais je sais pas pourquoi, moi, une fois sur 8 ça foire et j'ai l'impression de faire la même chose. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ça marche? Et éventuellement, qu'est-ce que j'ai pas vu que je faisais pas de la même manière? Et on peut rentrer comme ça dans des débats sans fin de physico-chimie du soufflé au Grand Marnier. Parfait. Le soufflé au Grand Marnier, c'est au programme de la Source et de l'école Ducasse. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Je voulais savoir un peu plus en détail comment vous prenez en compte les enjeux environnementaux d'une part, et ensuite les enjeux sociaux aussi qui font partie de la transformation aussi des formations. Peut-être effectivement, William, est-ce que tu peux nous dire dans quelle mesure, donc on parlait de produits, mais si tu veux par exemple donner la place de la viande, dans quelle mesure vous la prenez en compte, comment vous l'envisagez, comment vous l'enseignez? Alors nous, on accueille un public très international et donc qui vient aussi avant tout apprendre la cuisine française. Et les fondamentaux de la cuisine française, cette boîte à outils que l'on a, qui est pour le coup ce qui définit vraiment la cuisine française, cette boîte à outils. Donc il y a cet aspect-là. Après, donc on passe un temps sur les fondamentaux, mais le module sur lequel on va passer plus de temps après les fondamentaux, c'est la cuisine saine et durable. Où là, justement, alors même si dans les fondamentaux, on a appris à lever une volaille, on a appris à lever un poisson, on a appris tous ces fondamentaux-là, assez rapidement sur la cuisine saine et durable, on va limiter l'utilisation de la protéine animale, quitte à en faire plutôt un condiment que l'élément central de la recette. Donc ça, c'est pour cette prise en compte, on va dire, de cette cuisine végétale, comment on fait une belle cuisine végétale. Et puis on a démarré on a appris en faisant, on a démarré un jardin comestible au sein de l'école avec Florence Battu, qui est une spécialiste en permaculture, qu'on va encore faire grandir cette année, et on a déjà capitalisé autour de ce jardin où on a cultivé, on cultive de la vivace, de la plante endémique d'Île-de-France, dans l'idée aussi de dire, peut-être le futur chef, avoir juste un petit bout de terrain, finalement, en cultivant déjà quelques vivaces, quelques aromatiques qui sortent un peu de l'ordinaire. Finalement, on arrive déjà à faire une très belle cuisine et encore plus une cuisine végétale en capitalisant sur ce jardin comestible avec des temps dédiés, cuisiner le jardin où on va finalement avoir 3 céréales dans l'économa, mais on va vraiment cuisiner le jardin. Pour le coup, ce module s'appelle comme ça. On a démarré comme ça et puis après, sur les aspects plus académiques, on a créé toute une série de matières autour de développement durable, alimentation durable, nutri-écologie en particulier,
faut tout simplement lier tous les sujets entre eux, en fait. C'est-à-dire que si on mange 2 saisons un produit bien sourcé, bah, ça va être bon pour la santé, ça va être bon pour la planète, ça va être bon pour soi. Donc, on a ce cours de nutri-écologie qui, à travers le sourcing, fait le lien avec la nutrition, la santé et l'environnement. Et puis après, à travers d'autres intervenants académiques, comment on est durable dans sa pratique en restauration, en sachant que, comme l'avait justement dit un de nos étudiants, en fait, on n'a pas de module zéro déchet. Le zéro déchet nous fait partie du premier jour de cuisine. Voilà, c'est comment on va utiliser l'intégralité du produit. Donc, il y a plein de choses à mettre en œuvre. Que ce soit faire des fumets, des bouillons, des déshydratations, des fermentations. Donc, il y a tous ces outils-là aussi qu'on va utiliser. Et ça, tu sens que les élèves accueillent bien, sachant qu'ils viennent chercher une cuisine française un peu traditionnelle. Est-ce que quand tu leur parles de naturalité, de jardin, bon, après ils savent ce qu'ils viennent chercher en allant à l'école du CAS, mais c'est bien reçu de la part des élèves? Oui, c'est bien reçu. Il y a de la pédagogie à faire. Comme je dis souvent, nous on a un public international. Donc quand on explique à un Sud-Américain que la consommation de viande rouge par semaine c'est 150 grammes, je crois, par semaine, bon, ils vous regardent avec des yeux comme ça. Les recommandations, ouais, l'objectif. Recommandations, ouais. voilà. Donc Parce il y qu'on en est a loin. un travail d'explication à faire. Alors ça se fait petit à petit. Mais il y a quand même une majorité, comme je dis souvent, c'est la génération du changement climatique, ce qu'on a aujourd'hui dans nos formations. Donc il faut à la fois être réaliste sur le constat et en même temps délivrer une forme d'optimisme, de dire en tout cas à ton niveau, futur chef, futur en tout cas professionnel du secteur de la restauration, comment tu vas pouvoir toi être force de proposition et améliorer les choses. Ouais. Laurent, sur cette question de prise en compte des enjeux environnementaux, de comment ça se traduit concrètement dans les formations de la source, dans le programme? Oui, nous, franchement, je pourrais dire exactement la même chose qui a été dite, mais moins bien, donc je vais pas le faire. Nous, on a un positionnement qui est tout de suite très clair, c'est celui qu'on a proposé, c'est de proposer des campus d'application au métier de la restauration qui soient modernes et engagés. On a tout de suite, donc là-dedans, il y a tout ce qu'on peut faire pour l'être. On a des restaurants d'application à chaque campus. Les restaurants d'application, celui de Paris, les 3 macarons écotables, c'est voilà. À la Cité Fertile. À la Cité Fertile, les apprenants passent entre 20 et 30% de leur programme en faisant tourner le restaurant d'application. Ils sont concernés du choix des fournisseurs à l'achat des matières, à la gestion des stocks, en passant par la gestion des stocks de la semaine, parce qu'on finit tous les jeudis sur tous les campus par un jeudi anti-gaspillage pour qu'il reste rien dans les frigos. Ils sont concernés sur tout ce qu'on peut leur proposer autour de la fermentation, autour de la pâtisserie végétale, autour de la nutri-écologie, etc. Le positionnement environnemental écologique, il est très fort sur la transition environnementale et alimentaire, évidemment. On fait que ça, on regarde que ça, on pilote tous les impacts qu'on doit piloter, notamment pour des gens comme Écotable, par exemple. On valorise tous nos déchets, on fait énormément de dons, etc. Donc, ils ont en fait tout de suite un peu sur les grands conseils du chef Laurent Petit, avec qui on n'a pas co-construit l'école, c'est un peu exagéré, mais il a été vraiment là les premiers mois, et c'était un moment où lui avait collé sur la plaque de son resto à Annecy au Clos d'Essence, je crois que c'était cuisine lacustre et montagnarde, grosso modo, pour dire bon, à partir de maintenant, j'ai mon lac et mes montagnes, arrivera ce qui arrivera, mais je ferai plus du Saint-Pierre, je ferai de la Ferra, etc. Et qui, voilà, au moment où il nous disait, j'ai jamais aussi bien cuisiné de ma vie, c'est fantastique, c'est une série de contraintes positives, je fais ce que je peux, je me tords en mille pour essayer de sortir encore une fois un truc nouveau sur ce chou, bref. Et donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est ça. Sans être ultra dogmatique ou hyper, c'est juste de dire, il y a des limites aux ressources, il y a des limites à ce métier, il y a des limites au comportement, il y a des limites partout. Transformons ces limites-là en projet à chaque fois pour, grosso modo, redevenir un superbe restaurateur aubergiste, fier de lui, de ses agriculteurs, etc. Moi, là, je vous apprends rien. Mais nous, on a quelque chose d'assez, j'allais dire plus facile, je sais pas si c'est le mot, mais que chez Ducasse, par exemple, c'est que depuis qu'on a ouvert, on a 65% d'apprenantes femmes
entre très éduqués, entre 20 et 45 ans, qui sont extrêmes. Voilà, et donc il y a forcément 35% d'hommes là-dedans. Donc ces apprenants-là sont extrêmement demandeurs. Nous, ils nous tiennent vraiment sur tous les approvisionnements, les provenances, la transparence, le nom de la belle-sœur du producteur d'Indre-et-Loire, etc. Et on leur doit des réponses constantes, tout le temps. C'est plus le comment on fait, c'est le pourquoi ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Pourquoi ça fermente, c'est quoi le koji, le levain, le miso, et pourquoi c'est réagi et pourquoi l'amidon. Et donc ils sont dans une envie constante de savoir ce qu'ils font, pourquoi ils le font, et à la limite, ce que c'est en train de faire d'eux en tant que néo-restaurateur. Ouais. Ça vient aussi certainement de pair avec une sorte de quête de sens, de mieux comprendre, et aussi d'avoir un métier qui colle avec ses préoccupations environnementales, sociales. Christophe, c'est ce que tu disais aussi sur la partie comprendre, chercher à un peu décrypter, d'avoir les réponses. Le binôme gagnant, c'est toujours pourquoi, comment, comme tu viens de le dire. Et le comment, on l'a toujours enseigné. Comment on fait ceci, comment on fait cela, ça c'est de la technique, c'est des recettes, ça, on l'a toujours enseigné. Mais c'est vrai que c'est le pourquoi qui émerge de plus en plus, c'est de se demander finalement cette recette, je sais la faire, mais pourquoi je la ferai d'abord. Et là-dedans, on sent bien que dès qu'on commence à creuser, c'est assez vertigineux la cuisine. Parce que dès qu'on commence à creuser, on se rend compte qu'on comprend pas grand-chose, et plus on comprend, moins on comprend. Il faut être un peu humble par rapport à ça, même par rapport à des gestes techniques. Et puis aussi, on parlait par exemple de la cuisine zéro déchet. Il y a des grandes tendances effectivement qui émergent. Alors zéro déchet, bon, très bien. On peut se dire ça y est, je me lance dans le zéro déchet. Mais combien de fois effectivement j'ai des exemples soit de chefs d'ailleurs qui m'appellent, ou d'élèves qui me disent voilà, regarde ce que j'ai réussi à faire. J'ai enlevé les petites racines des poireaux, puis j'ai fait un bain de friture, et puis ceci, puis ils me décrivent le protocole qui dure 2 heures et qui dépense à peu près 300 grammes de carbone pour réussir à mettre 0,5 grammes d'une racine de poireau dans l'assiette en disant t'as vu, j'ai fait du zéro déchet. Et je dis mais les compotes c'est beaucoup mieux là. Tu viens juste d'exploser ton score carbone pour mettre un bout de racine de truc dans ton assiette. Donc c'est pas ça la démarche. La démarche, il faut que ça soit un peu plus réfléchi, un peu plus intégré. Et donc ça veut dire justement sortir du cadre. Quand on se lance dans du zéro déchet, quand on se lance dans de la fermentation, quand on se lance dans toutes ces grandes pistes où de dire je vais réduire la viande, etc. C'est des grandes idées. Et après on se dit en fait déjà comment je m'y prends, et surtout faut être un peu quantitatif, c'est-à-dire c'est quoi l'impact de ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Si oui, il faut que j'y aille à fond. Est-ce que c'est anecdotique, auquel cas est-ce que je m'emmerde pas pour rien? Et il faut être capable pour ça de chiffrer un peu, de se rendre compte, connaître les ordres de grandeur. Connaître les ordres de grandeur, et c'est pas évident parce que même des fois, moi je les ai pas. Hein. Moi la majorité des questions qu'on me pose, je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que tout le temps, quasiment tous les jours, il y a encore une fois soit des profs, soit des chefs, etc., qui me posent des questions. La norme, c'est que je dis en fait j'en sais rien. Et de temps en temps, j'ai de la chance, je dis ça ok, ça je peux te répondre. Mais c'est voilà. Parce que le champ des connaissances dont on a besoin est vertigineux. Donc il y a la partie environnementale qui commence à être mieux prise en compte, y compris dans les programmes du public, comme tu nous l'expliques. Et il y a les questions sociales. Je pense aux questions du sexisme, du racisme en cuisine, qui est encore très prégnant. Dans quelle mesure ça commence à entrer dans les écoles, que de prendre en compte ces sujets-là, de bien traiter tous les humains, les humaines qui mettent les pieds en cuisine. Est-ce que vous le prenez en compte dans vos écoles, et toi, Christophe, est-ce que tu vois l'émergence d'initiatives ou de en tout cas une prise de conscience de ces questions? Prise de conscience, évidemment. Encore une fois, c'est l'école publique. On a des alertes et des formations pour tous les enseignants par rapport à ça. On a des publics extrêmement variés. Il est évident qu'un lycée hôtelier de Seine-Saint-Denis, ça va pas être la même chose que Thonon-les-Bains à Évian, ou ça va pas être la même chose que Dinard, ou enfin bref, chaque écosystème. Et puis je fais la différence entre les lycées privés aussi ou les lycées publics. Donc chaque lycée a une typographie sociologique qui est différente, avec des populations qui peuvent être à 80% d'origine immigrée ou à 10%. Et pour la balance homme-femme, on va dire c'est relativement équilibré. Ça va dépendre. Après, ça peut évoluer selon les filières, mais il y a pas énormément de différence. Et bien sûr que les formateurs sont formés à ces questions. Maintenant, c'est toujours pareil. Il y a un gap générationnel. Il faut l'admettre, entre un enseignant qui a 60 ans aujourd'hui, qui est en fin de carrière, et le jeune qui a 30 ans. Ils n'ont pas du tout les mêmes référentiels en tête. Ils n'ont pas les mêmes cultures. Et très honnêtement, on
continue encore aujourd'hui, bien entendu, d'observer des comportements qui sont limites. Et sauf que maintenant, on a le réflexe d'avoir cette alerte tout de suite et de recadrer les personnes. Réflexe qu'on n'aurait peut-être pas eu à 30 ans. Et c'est vrai que, voilà, souvent, je veux pas faire de sociologie à deux balles, mais souvent, les comportements qu'on peut trouver un peu limites, c'est plutôt, voilà, chez les personnes qui sont dans le métier depuis 40 ans, qui comprennent pas pourquoi on leur demande de changer. Ouais, ça va, c'est pas méchant, ça a toujours été comme ça. Et bon, on revient que après, ça évolue avec les générations qui viennent, bien sûr. Et de vos côtés, à la source, est-ce que tu travailles par exemple avec des initiatives comme Ouais. Bondir? Est-ce que tu les fais venir? Bondir, c'est Ouais. une association qui sensibilise par rapport aux violences sexuelles et sexistes en cuisine, en intervenant dans des écoles de cuisine et en faisant des interventions pour libérer la parole, faire en sorte que la parole circule. C'est une initiative qui a été montée notamment par la chef Manon Fleury et d'autres chefs qui ont mis le doigt et alerté sur ces violences en cuisine depuis quelques années. Moi, j'ai promis de pas dire trop de conneries aujourd'hui, donc je vais essayer de le faire, mais c'est un sujet, voilà, le degré de nuance de Christophe, je suis très admiratif. Moi, ça me rend un peu malade encore. Je peux l'ouvrir, hein, j'en ai eu 3 des restaurants, ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Je comprends toujours pas qu'on en soit là. Donc pour te répondre, oui, on travaille avec Bondir, oui, on a presque au-dessus d'une empreinte carbone ou d'une transition alimentaire bien, je sais plus quelle est ça tout à l'heure, mais on peut nous mettre la plus belle assiette du monde devant les yeux, la plus décarbonée, la plus végétale, ce que tu veux. Si c'est le reflet de trucs qui vont pas en cuisine, elle est à gerber ton assiette. Donc ça n'engage que moi. Je crois que c'est un métier qui est très malade, voilà, sur ce sujet-là. Il y a un problème générationnel. Je dis pas, j'avais promis, mais j'y vais quand même. Hein, ouais. Et il y a une femme formidable du JDD qui doit monter une journaliste que j'ai vue, avec qui j'ai passé 2 heures il y a 2 semaines, qui doit monter pour un dossier de 20 pages sur la photo de la restauration aujourd'hui et sur plein de choses, hein, le business des chefs, les agents, la violence, etc. Et c'était pas son métier, et elle a passé de plomb à me dire, je ne récolte pas d'informations sur ce sujet-là. Je ne récolte pas ni de la part d'une Manon Fleury qui a pas voulu me répondre, ni de la part d'eux qui a pas machin, ni l'autre qui m'a dit que finalement faudrait que je vienne à un colloque à Marseille parce qu'il y a que là qui répondrait. Et elle était désemparée par ce truc-là. Tu veux dire que personne n'ose parler? Non, mais c'est évident. Et il y a des trucs, enfin, c'est pas, il y a des trucs, il y a tout à repenser pour se dire que, alors soit c'est, faut arrêter de mettre des messieurs assis en cuisine parce que depuis 80 ans, ça a fait ses preuves. Donc je suis très content qu'on ait plein de femmes. On cultive ça, on cultive l'intelligence collective, on cultive la gestion du stress, on cultive ce que ça veut vraiment dire un coup de feu. C'est très sympa un coup de feu, c'est rigolo. Il y a 30 personnes c'est pas pour ça qu'on doit avoir une montée de bêtises, de méchanceté, de violence, d'isoler des gens. Bref. Donc nous c'est quotidien parce qu'encore une fois, s'il y a un mot plus haut que l'autre chez nous, franchement, on s'en charge tous ensemble. Parce que c'est vraiment le premier truc qu'on veut combattre. Si on veut vraiment essayer de se dire que il faut repenser ce métier, créer plus de restaurants comme ci, comme ça, dans des engagements, il faut des gens pour ça. Des gens pour ça, c'est des gens qui arrivent à vivre ensemble. Parce que toi, tu disais aussi que t'as été assez étonné de voir que même dans les endroits vers lesquels tu orientes tes stagiaires, t'as des choses qui sortent et des violences qui arrivent aussi. Alors que j'imagine il y a un travail de sourcing des restaurants aussi sur lesquels tu espères que ces choses-là peuvent pas arriver. Je parle de harcèlement. On fait des promesses qu'on peut maîtriser chez nous à un certain volume, quoi, certaines proportions. On fait 80% d'alternance. Le devoir qu'on a, c'est que l'alternance se passe bien aussi, nécessairement. Donc on a un réseau de 350 restaurants qui ont une charte avec nous et qui s'engagent à ce que ce qui se fait chez eux soit à peu près la continuation, en tout cas la pérennisation de ce qu'on fait chez nous. Donc on choisit quand c'est pas les alternants ou les apprenants, c'est nous. On est garant de cette espèce de communauté de restaurateurs qui sont beaux, bons, superbes, intelligents, engagés avec des beaux cheveux. Très important. Oh. C'est très discriminant là. C'était le mauvais exemple, Laurent. Et
Non, mais je vais te dire, même là où je vais être coincé, je vais pas te donner les noms. Pourquoi? J'en sais rien. Je vais pas te les donner maintenant. Et je me poserai la question ce soir en me couchant. On a dû rompre des contrats d'alternance en se disant, c'est pas lui, c'est pas possible. Bah si, c'est possible. C'est possible de pas avoir d'aller pisser pendant 16 heures. Voilà. Sur quelqu'un qui va te écrire une tribune de l'engagement restauration. Et encore, on est dans le caviar de l'engagement, de l'intelligence, de l'éducation dans ces restaurants parisiens, bordelais, etc. Voilà, encore une fois, il y a 178 000 restaurants en France. On est tout en haut de la pyramide de ce qui se fait de mieux. Et pourtant, il y a encore des trucs qui vont pas. Donc, ce qui est en dessous est très, très, très largement à mettre sur la table et à mettre des mots dessus. On a la même chose et on le sait. C'est-à-dire que nous, les élèves, on a des blacklists. Hein. C'est-à-dire dans toutes les régions où il y a où on a ces 400 écoles hôtelières, il y a des établissements où on sait que les profs n'envoient pas d'élèves. On le sait parce qu'on sait qu'ils vont revenir détruits en 2 semaines. Donc après, on le sait, non, voilà, c'est dommage parce que c'est parfois effectivement des très très belles maisons, mais une fois que deux élèves se sont fait détruire, on dit c'est fini, on va pas continuer le jeu, quoi. William, là-dessus, avant de vous donner la parole aussi, si vous voulez participer. Alors nous, on a une attention évidemment très très particulière sur les départs en stage. Donc, quand ils sont sur l'école, alors en plus nous on a à la fois cette richesse, cette diversité, mais qui peut créer aussi d'autres contraintes à la fois. Mais elle crée énormément d'atouts, mais d'autres contraintes. Donc on a des enseignements de communication interculturelle, management interculturel, pour apprendre à faire de toutes ces différences. On a plus de 80 nationalités différentes à l'école. Donc, d'en faire vraiment quelque chose un superbe atout. Il y a les savoir-être. Nous, on évalue aujourd'hui sur nos évaluations à l'école à parts égales les savoir-faire et les savoir-être. Donc, ça va être pour mettre en avant ceux qui savent bien communiquer, ceux qui savent travailler en groupe, etc. Et puis quand il s'agit du départ en milieu professionnel, on a un pôle carrière et stage, et donc on a une liste de partenaires avec qui on travaille. Et clairement, comme pour vous, on blacklist. C'est-à-dire que à la fois, il y a tout le travail de préparation au stage. Et en général, c'est moi qui m'en occupe. C'est la dernière réunion que je fais avec eux avant qu'ils partent en stage, sur qu'est-ce qui n'est pas acceptable, comment ils doivent à quel moment ils doivent nous appeler tout de suite si il y a des choses pour nous, c'est des lignes rouges, donc tout ce qui va être harcèlement sexuel, harcèlement moral, violence physique évidemment. Donc ça, ils sont très très bien informés et à partir de là, ils sont suivis durant leur stage. Il y a la responsable carrière qui appelle l'étudiant. On ne fait pas appeler le chef référent, justement. On fait appeler la responsable carrière. Comment se passe ton stage, etc. Et le chef référent, lui, de son côté, appelle le tuteur de stage. Voilà. Et donc, ça permet de croiser les informations, de ne pas avoir justement de non-dit. Et en plus tout ce travail préparatoire avant leur départ en stage. Donc aujourd'hui, on pense qu'on arrive justement à bien identifier avec qui on travaille, nos partenaires. Et puis il y a des belles maisons, effectivement, qu'on blacklist à titre soit provisoire, soit définitif, pour faire passer les messages. Je veux dire, en fait, c'est pas comme ça qu'on travaille. Peut être aussi une manière de faire changer si ces maisons-là se retrouvent sans personnel et sans personnes qui veulent travailler. On a sorti récemment, alors c'est pas une maison connue, on a sorti 3 stagiaires d'un coup de l'établissement. Les militants s'invitent à table.